ravie de vous accueillir dans la session online pour la présentation des nouveaux ouvrages de la collection Business Science Institute. Alors, une présentation rapide des speakers qui vont participer à cette session. Tout d'abord, donc, le professeur Michel Kalika, qui va intervenir au titre de coordinateur de l'ouvrage Impact de la crise sur le management. Nous entendrons également le professeur Emmanuel Kandem et le professeur Chevalier qui ont coordonné l'ouvrage intitulé La recherche enracinée en management, contexte nouveau et perspectives nouvelles en Afrique. Nous aurons également le plaisir d'accueillir le docteur Sébastien Bourbon, qui est diplômé du Business Science Institute, auteur de l'ouvrage Vaincre l'ubérisation par l'asymétrie de connaissances et la rente cognitive. Nous avions également donc invité un doctorant, le docteur Didier Moueba, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. J'aurai l'occasion de dire quelques mots au sujet de son ouvrage. Moi-même, donc, je suis le professeur Dubost et j'ai grand plaisir à animer cette session, comme l'a demandé le professeur Kalika. Tout d'abord, une première question, professeur Kalika, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots la philosophie de la collection du Business Science Institute? Quelle est l'idée au départ de proposer des ouvrages relatifs aux travaux du Business Science Institute? Merci Nathalie, merci professeur Dubost. Est-ce que tu es dans ta salle de bain actuellement ou est-ce que tu peux mettre ta caméra? Alors, le souci, c'est que d'après ce que j'ai compris, d'après notre technicien Yann, je ne peux pas à la fois partager mon écran, le PowerPoint et ma photo. Okay. Voilà, c'est pour ça. Bon, bah donc le public ne profitera pas de ton visage. Alors, merci de me passer la parole et de me poser cette question. Quand on a créé le Business Science Institute, assez vite, avec les collègues, on a pensé que le bon moyen de diffuser de la connaissance consistait à créer des ouvrages. On a bien sûr un très grand respect pour les articles académiques que l'on publie dans des revues académiques francophones et anglophones, mais on a pensé que pour toucher les managers, le mieux était de créer une collection d'ouvrages, les ouvrages étant généralement plus lus que les articles académiques. Et donc, on a donné à cette collection deux objectifs. Un premier objectif a consisté à communiquer communiquer notre philosophie, comment on concevait le DBA. Et c'est la raison pour laquelle on a publié un premier ouvrage sur la création de connaissances par les managers, puis un ouvrage sur comment réussir son DBA, puis un ouvrage sur les méthodes de recherche pour le DBA, et puis l'an dernier, encore un nouvel ouvrage sur le projet de recherche du DBA. Donc l'idée, c'était d'être clair vis-à-vis de nos étudiants, nos doctorants managers, et de dire exactement ce que l'on attendait dans un DBA. Alors, il est clair également que en étant transparent avec les étudiants, il y avait aussi un impact sur la communauté des professeurs, puisqu'on était amené à tous partager une certaine conception du DBA, puisqu'en fait, il est évident qu'on avance, qu'on progresse en marchant, et que ces livres nous ont permis de travailler ensemble, c'était des projets collectifs, et nous ont permis aussi de définir une forme de doctrine du Business Science Institute. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a publié plus d'une dizaine d'ouvrages dans différentes langues, en français, en anglais, en allemand, sur notre conception du DBA. Au passage, on peut dire qu'on est, à ma connaissance, le seul DBA à avoir une collection spécifique d'ouvrages qui soit aussi fournie. Mais dans cette collection d'ouvrages, on avait une autre idée. L'autre idée, le deuxième objectif, c'était de permettre à nos docteurs de diffuser la connaissance, les résultats issus de leurs travaux. Et donc, immédiatement, après les soutenances, on a proposé aux docteurs de publier sur un format qui est un format de 100 à 150 pages, en général c'est 120 pages, de publier non pas leur thèse,
mais l'essentiel de leur thèse, et notamment les recommandations managériales, tout ce qui tourne autour des recommandations qu'ils sont susceptibles de faire. Et ces recommandations sont susceptibles de créer de l'impact pour leur entreprise et plus généralement pour la société. Et donc, c'est l'idée de départ de cette collection, à la fois intégrer le corps académique et diffuser une information qui soit claire, et d'un autre côté, permettre à nos doctorants, et aujourd'hui, bien, c'est une dizaine de doctorants, hein, même un peu plus, de docteurs, pardon, et non pas de doctorants, une dizaine de docteurs qui ont publié leurs travaux. Et aujourd'hui, cette collection, elle accueille 28 ouvrages. Voilà, Nathalie, professeure Dubosc. Merci Michel, professeur Kalika. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant dans le vif du sujet et de donner la parole aux différents auteurs. Alors, je souhaiterais savoir si Sébastien Bourbon est parmi nous, puisque j'avais prévu de lui donner la parole pour qu'il puisse présenter son ouvrage. Est-ce que Sébastien Bourbon est là? Oui, bonjour professeur Dubosc, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Donc, je suis là. À vous. On est ravis de vous accueillir. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez voir sur l'écran la jaquette de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez donc nous faire un résumé de cet ouvrage et peut-être mettre, comme l'a souligné le professeur Kalika, nous dire quels sont les principaux enseignements à la fois théoriques et managériaux que le lecteur pourra trouver dans ce livre? Oui, bien sûr, merci de me donner la parole. Donc, j'ai eu effectivement la chance de publier un ouvrage qui vient de sortir ce mois, donc, qui s'intitule « Vaincre l'ubérisation par l'asymétrie de connaissances et la rente cognitive, le marché immobilier du neuf ». Donc, il reprend le contenu de ma thèse de DBA, mais aborde les choses différemment, ce qui en fait une réflexion autonome à la thèse. La principale question de recherche reste la même, c'est-à-dire comment un outil peut-il permettre à l'agent de mieux exploiter les asymétries d'un marché. Pourtant, la rédaction de l'ouvrage m'a amené à réorganiser des idées, à hiérarchiser autrement les résultats obtenus lors de ma thèse de DBA. Je cherchais ainsi à toucher un public plus large, managers, chercheurs, étudiants, grand public. Le principal résultat présenté par le livre, mais aussi présent dans la thèse, est de considérer que l'agent pourra durablement bénéficier d'une place optimale sur son marché s'il arrive à créer, à exploiter une asymétrie de connaissances et non plus seulement une asymétrie d'information. Ainsi, d'un point de vue formel, l'ouvrage se structure autour de l'asymétrie de connaissances. Il se divise en 4 parties. Elles peuvent être abordées de façon indépendante, même si les passerelles entre ces parties créent une architecture globale qui apporte une réponse complexe à la question de recherche. Il s'agit alors de proposer une modélisation du marché de l'immobilier neuf qui met en avant l'évolution du positionnement de l'agent sur ce marché, un concept innovant pour bénéficier d'une asymétrie de connaissances, c'est-à-dire la rente cognitive, un outil pour permettre d'exploiter l'asymétrie de connaissances, et enfin une approche managériale pour permettre à l'agent de gérer au mieux cette asymétrie de connaissances. La première partie sur la modélisation du marché de l'immobilier apporte plusieurs éléments de réflexion intéressants. Tout d'abord, j'ai réalisé un historique de l'évolution du marché du neuf en France de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, ce qui, à ma connaissance, n'avait pas été encore fait. Ensuite, cette partie a permis de décrire l'évolution du positionnement de l'agent immobilier. Il bénéficie d'un désengagement de l'État à la fin des 30 Glorieuses pour se constituer une rente informationnelle que le développement du digital aujourd'hui remet sérieusement en cause. Enfin, ce travail de modélisation a amené à une démarche audacieuse de réinterroger la pertinence de la théorie de l'agence de Jensen et Leckling pour comprendre le marché immobilier du neuf. La seconde partie du livre porte sur le concept qui synthétise la réponse à la question de recherche du livre et de la thèse, la rente cognitive. Plus précisément, l'agent ne doit plus chercher à créer une rente informationnelle, car le digital permet à tout le monde d'avoir accès à des informations sur le marché sans passer par l'agent.
Il doit se constituer alors une rente cognitive. Cette notion pourrait se résumer comme une accumulation, une création de différentes formes de connaissances. Par ces connaissances, l'agent parvient ainsi à se différencier des concurrents sur un marché. La possibilité pour un agent de se constituer une rente cognitive éloigne l'idée répandue d'un risque d'ubérisation du marché du neuf. En effet, l'algorithme d'une plateforme peut capter des connaissances explicites et codifiables, mais pas la qualité, l'expertise et l'expérience tacite, peu formalisable, de l'agent. La troisième et dernière partie du livre concerne la création d'un outil qui va pouvoir identifier et mesurer la symétrie de connaissances entre l'agent et différents acteurs de son marché. L'outil va permettre à l'agent de trouver un bon positionnement sur ce marché en fonction de l'asymétrie de connaissances identifiées. Concrètement, cet outil d'évaluation de l'asymétrie est un triptyque qui fonctionne en 3 temps. Premièrement, il va identifier et mesurer l'asymétrie de connaissances avec un questionnaire et une matrice. Deuxièmement, il comporte des propositions de positionnement de l'agent selon la symétrie identifiée au sein d'un tableau de configuration. Et troisièmement, l'outil inclut des mesures de knowledge management de l'agence selon le positionnement à prendre. Ces premières étapes de mise en application de l'outil dans mon entreprise ont déjà montré une grande variété d'apports, un outil d'aide à la décision, d'évaluation des équipes et des clients, un outil de communication et marketing. La dernière partie est une dimension plus managériale qui est prononcée, c'est-à-dire qu'elle s'interroge sur la gouvernance et le management qu'une agence doit mettre en œuvre pour mieux exploiter l'asymétrie de connaissances sur le marché du neuf. Le besoin de créer une rente cognitive favorise une culture organisationnelle et managériale davantage centrée sur le client et le service plutôt que sur l'offre et le produit. En d'autres termes, il s'agit de développer une approche de servuction amenant à une intermédiation immobilière se rapprochant de la demande et s'éloignant de l'offre. La rente cognitive apparaît alors comme un paradigme structurant de l'activité de l'agence et comme un nouveau processus de création de valeur par l'agent sur le marché du neuf. L'agent va alors chercher à mettre en œuvre un knowledge management pour faire de ses collaborateurs des producteurs et des accumulateurs de connaissances. Pour conclure, je voulais signaler que l'annexe du livre porte sur la méthodologie de conception de l'outil créé à partir d'une série d'entretiens semi-directifs réalisés auprès des acteurs du marché du neuf, et les résultats des entretiens ont été analysés par le logiciel Sphinx. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sébastien Bourbon. Avant de passer à un autre ouvrage, une première question, et puis je pense qu'à la fin de cette session, il y aura une possibilité pour les autres personnes peut-être de vous en poser d'autres. Est-ce que vous avez pu commencer à discuter de ce modèle avec des collègues au sein du secteur immobilier? Est-ce que vous avez des premiers retours sur, on va dire, les apports managériaux de vos propositions? Est-ce que vous sentez que vos collègues peuvent être sensibles et y trouver un intérêt? Oui, absolument. Disons que l'ouvrage a été aussi le début d'un certain nombre de publications dans différentes revues plutôt à vocation scientifique, mais beaucoup d'articles, en fait, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'articles qui étaient quand même assez actifs, qui étaient repris aussi par une promotion que j'avais mis en œuvre aussi, mais qui ont été repris aujourd'hui dans des revues professionnelles d'importance. Et il y a vraiment un retour important, très positif de la profession. Et évidemment, j'ai accompagné la sortie de cet ouvrage avec une promotion. Je envoyé un grand nombre d'exemplaires à des acteurs importants, des présidents de fédérations, des promoteurs, des agents immobiliers. Et je commence à être invité dans beaucoup de réunions. Et bon, le livre était un petit peu le dernier étage de la fusée pour essayer se faire reconnaître sur un territoire un peu plus élargi, en l'occurrence un territoire national. Et c'est à partir des résultats de cette promotion qu'aujourd'hui beaucoup de portes s'ouvrent
au niveau national et que beaucoup de gens souhaitent me rencontrer et qui m'amènera certainement à créer un nouveau domaine d'activité de consultant. Très bien. Écoutez, félicitations. Et puis, cela montre que l'ouvrage a des retombées non seulement théoriques, académiques, managériales, mais en plus, vous parliez de plusieurs étages à la fusée. On voit un impact très fort au sein de la profession et une notoriété qui va en s'accroissant. Donc, c'est un résultat tout à fait intéressant. Merci Sébastien Bourbon. Je vais passer peut-être rapidement, avant de passer la parole au professeur Kandem et peut-être faire un rapide retour sur l'ouvrage de Didier Mueva, qui est également docteur du Business Science Institute. L'ouvrage s'intitule « Facilitation proactive pour managers d'interface ». Donc rapidement, Didier Mueva est un ancien délégué général à la francophonie et il est actuellement spécialiste de ce programme dans une grande organisation internationale à Paris. Donc Didier Mueva s'est intéressé dans cet ouvrage à ce qu'il appelle le manager d'interface, c'est-à-dire tous ces managers qui doivent discuter avec un certain nombre de parties prenantes et qui du coup vont être confrontés à la gestion des tensions, de paradoxes, tout en devant faire des propositions et avoir une approche intégrative. Les principaux enseignements proposés, bon, bien évidemment, l'ouvrage développe dans le détail, mais les principaux enseignements à retenir est que le manager d'interface va nourrir ce qu'on appelle les conversations stratégiques, en étant à sa position à la frontière de son organisation. Et puis, donc Didier Mueva a mis en évidence 4 grandes postures du manager d'interface. Donc, selon lui, le manager d'interface peut être à la fois expert, c'est-à-dire qu'il va articuler au mieux les préoccupations de cohérence interne et les besoins de pertinence externe. Il traduit des logiques globales à des contextes locaux. Un deuxième rôle consiste à être un facilitateur, c'est-à-dire que le manager d'interface va permettre une circulation fluide de l'information en favorisant ce que Didier Mueva appelle l'interactivité dans son écosystème de travail. Le troisième rôle possible du manager d'interface est d'être un coopérateur. Dans ce cas, le coopérateur est là pour établir des liens avec les acteurs de son écosystème de travail. Il va les faire coopérer dans une logique d'inclusivité. Et pour terminer, le manager d'interface peut parfois également être un serviteur, c'est-à-dire qu'il va faciliter la vie des acteurs de son écosystème de travail en étant une partie de la solution et en développant la proximité. Alors, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les différents apports managériaux, méthodologiques et académiques. Toujours est-il que pour Didier Mueva, donc, un des apports intéressants de cet ouvrage, c'est qu'il permet une meilleure compréhension de ce qu'il appelle la facilitation proactive des managers d'interface et de leur rôle stratégique dans une logique d'inclusion.